Apple nous a présenté des nouveaux iPhones, dont l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Ces iPhones ont des nouveautés, dont la fameuse Dynamic Island dont tout le monde parle. Est-ce que vraiment cet iPhone vaut le coup? Est-ce qu'il vaut vraiment la peine d'être acheté? Bien, c'est ce qu'on va répondre dans cette vidéo. Sur cet iPhone 14, on a un bel écran de 6,1 pouces, un écran plus lumineux, la fameuse Dynamic Island dont tout le monde parle. Et justement, parlons-en de cette Dynamic Island parce que est-ce qu'elle est vraiment utile? Moi, personnellement, pour l'avoir utilisé au quotidien, je trouve qu'on ne gagne pas tant en rapidité. Je trouve que c'est pas si magique que ça. Je pense qu'Apple l'a vraiment commercialisé le plus possible pour que ce soit justement un hype, si on peut dire en bon anglicisme. Encore là, je nie pas le fait que c'est le fun à utiliser, c'est super fluide. T'sais, on connaît Apple pour faire des belles recettes gagnantes, mais je pense que cette Dynamic Island est vraiment une recette gagnante pour de la publicité, mais je pense qu'au quotidien, c'est pas quelque chose de réellement nécessaire. Sur l'écran, on a également une luminosité qui est plus élevée, donc à l'extérieur, justement, c'est plus agréable. On a un peak brightness jusqu'à 2000 nits. Normalement, il stagne à peu près en l'entour des 1600 nits en maximum luminosité. L'appareil reste toujours splendide. On a un bel arrière en matifié avec les côtés en stainless, ce qui donne un côté prestige à l'iPhone Pro, parce que la gamme Pro, c'est le seul modèle à bénéficier de ces matériaux-ci. On a également le bloc photo qui est plus gros, plus épais aussi, ce que je trouve un très gros désavantage parce que moi, personnellement, je ne mets jamais de caisse sur mes téléphones. Et le problème que j'ai, c'est que lorsque je le positionne sur une table, ben, ça a tendance à bouger comme ça, ce qui est vraiment désagréable pour vrai. Je pensais que cette année, Apple allait vraiment rentrer le bloc photo dans l'appareil, mais c'est pas le cas malheureusement. Côté esthétique, je nie pas le fait que c'est super beau, ça fait propre, ça fait très haut de gamme, mais pour le pratico-pratique, c'est loin d'être ça. Avec cet iPhone 14 Pro, Apple nous présente toujours 3 capteurs photo, un principal de 48 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un grand angle de 12 mégapixels encore une fois. Ces 3 capteurs ont des focales différentes, ce qui nous permet de prendre des clichés en faible luminosité avec plus de précision, un meilleur contraste, plus de lumière, donc ce qui nous permet finalement d'avoir des avantages de ce côté-là. Mais est-ce qu'en photo, c'est vraiment un game changer avec le 48 mégapixels? Personnellement, j'ai remarqué qu'il y avait une légère précision, mais encore là, c'est très faible. Puis il faut l'utiliser absolument en Pro RAW. On ne peut pas l'utiliser en mode standard. Sinon, le 12 mégapixels embarque automatiquement, donc ce qui est dommage à ce niveau-là. Ce qui fait que les gens qui prennent un cliché en Pro RAW, ben malheureusement, ça consomme plus, mais ça fait partie de la vie. Je veux dire, c'est quand même un capteur de 48 mégapixels, donc faut s'attendre à ce que ça consomme plus. Du côté de la vidéo, point négatif, on n'a pas de 8K. Bon, pas de 8K, oui, mais certes, on a quand même du 4K en 60 images secondes. Le mode cinématographique est également rendu en 4K 30 images secondes, ce qui nous permet de prendre des clichés avec de meilleure précision. Par contre, je tiens à rappeler que le mode cinématographique est pas tant exploitable que ça. Pour vrai, je trouve que Apple pourrait faire mieux au niveau du mode cinématographique. Oui, la qualité, certes, du 4K, c'est agréable à voir, mais je pense qu'il manque vraiment de la précision au niveau du détourage. Comme vous pouvez le voir, là, les cheveux, tout ça, ça manque vraiment de précision, tout ça. On a également un nouveau mode action qui a été introduit sur les iPhone 14 et 14 Pro. Un nouveau mode qui nous permet justement d'avoir une belle stabilisation lorsqu'on bouge le téléphone ou qu'on se met à courir justement pour suivre quelqu'un. C'est un mode que personnellement j'ai testé, que j'ai pas nécessairement vu de différence avec justement la stabilisation en mode 4K 60 images secondes. Peut-être qu'en mode vraiment plus extrême, là, avec des conditions justement que quelqu'un qui descend des marches rapidement ou des choses comme ça peut avoir un effet, mais juste quelqu'un qui court puis qui suit quelqu'un, j'ai pas vu vraiment de réelle différence en temps réel avec une stabilisation normale en 4K, là, comme je vous disais, en 60 images secondes. Comme l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 14 Pro est doté du ProRes, donc ce qui nous permet d'avoir un codec plus agréable lorsque justement on fait du montage vidéo par la suite. Encore là, ce codec est fonctionnel pour de la 1080p en 30 images secondes pour le modèle 128 Go. Pour le modèle 256 et plus, on va être capable de filmer en 4K
30 images secondes, mais pour un maximum de 19 minutes. Ce qui est normal parce que du ProRes en 4K, je veux dire, ça consomme à une vitesse fulgurante. J'ose même pas imaginer filmer une vidéo de 19 minutes. Mais on s'entend qui aujourd'hui utilise du ProRes, que ce soit dans le montage professionnel, des choses comme ça. Je pense que oui, les gens en ont l'utilité, mais ils n'ont pas nécessairement un iPhone pour tourner du ProRes 4K. C'est plus des appareils photo, plus dans le milieu professionnel. Donc c'est sûr que pour l'instant, oui, c'est exploitable, mais avec un maximum de durée de vidéo. Parlons maintenant des fameuses performances de cet iPhone 14 Pro, parce que oui, on a la nouvelle chip, la A16 Bionic, qui fait place à une meilleure autonomie, justement parce qu'il consomme moins. Donc moins énergivore, ce qui nous permet, notamment, selon le site d'Apple, nous permet de gagner 1 heure de batterie par rapport à l'iPhone 13 Pro. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on ressent cette différence-là? Moi, personnellement, je ne peux pas vraiment le tester, étant donné que l'année passée, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo que je vais vous mettre juste en haut, j'avais testé l'iPhone 13 Pro Max, donc c'est un peu dur de voir si vraiment le 1 heure avait une différence. Par contre, ce que je peux vous dire, il y a une fonctionnalité sur l'écran, c'est l'Always On Display. Et l'Always On Display, on se rappelle, ça existe depuis quelques années déjà sur Android, donc Apple ne fait pas vraiment face à une nouveauté. Par contre, le problème avec l'Always On Display, c'est qu'il est très lumineux. On parle d'environ 500 nits. C'est beaucoup. Pour vrai, c'est beaucoup, puis ça fait en sorte que la batterie se consomme plus rapidement. Moi, personnellement, pour avoir justement testé l'Always On Display, la batterie de mon téléphone me durait à peu près une journée. Et après, lorsque j'ai désactivé l'Always On Display, j'avais justement à peu près une journée et demie, voire presque 2 jours. Donc je vous confirme que l'Always On Display est un problème pour la batterie. Même si Apple nous avait promis un taux de rafraîchissement de 1 Hz sur cet Always On Display, malheureusement, la luminosité est trop forte. Mais je pense que ça serait intéressant d'avoir plus de personnalisation sur l'Always On Display pour nous permettre justement de consommer moins d'énergie sur l'Always On Display, quitte à afficher moins de fonctions, quitte à avoir moins de luminosité. Je pense que ça vaudrait la peine d'avoir cette fonctionnalité-là. Cet iPhone a quelques nouveautés. D'abord avec le Crash Detection, donc la détection finalement de collision en route, ce qui nous permet justement que, bon, ça le dit dans le mot, si vous avez un accident, directement le téléphone va le comprendre avec des accéléromètres et va pouvoir contacter les urgences dès qu'il y a l'accident. Vous avez quelques secondes pour le désactiver. Si ce n'est pas le cas, il va automatiquement détecter que c'est problématique et qu'il doit absolument appeler les urgences. On a également un nouveau mode, le mode satellite, qui nous permet justement, lorsqu'on n'a pas de réseau, de pouvoir contacter les urgences en cas de besoin. Bien évidemment, c'est une fonction qui va être payante dans 2 ans. Regarde, faut le faire. Je ne sais pas s'il va y avoir des compromis avec des forfaits. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans 2 ans. On ne sait pas encore les prix. Est-ce que ça va être affilié directement avec Apple? Est-ce que c'est comme justement un contrat d'Apple Music? Est-ce qu'il va falloir justement le renouveler? Est-ce qu'il va y avoir des rabais pour justement les gens qui vont le payer pendant 1 an? Donc ça reste à voir. C'est encore nébuleux. Mais on va vraiment parler davantage dès que les prix vont être présentés. Une chose que je voulais aborder aussi, c'est le stockage de ces iPhones. Autant pour l'iPhone 14 Pro que l'iPhone 14 Pro Max, il commence à 128 GB. 128 GB, c'est très limité, sachant qu'aujourd'hui, on a le capteur de 48 mégapixels qui prend encore plus de poids sur les photos. On a également de meilleures focales, ce qui nous permet d'avoir une meilleure flexibilité en basse luminosité. Donc, je trouve ça vraiment plate qu'Apple reste sur du 128. En plus, en Europe, ils ont augmenté les prix. Donc, vraiment, je pense qu'Apple aurait dû mettre un effort pour avoir un 256 de base pour justement profiter automatiquement du ProRes 4K sans justement faire, faut que je paye un extra pour avoir le ProRes en 4K. Au moins, une chose qui est positive, Apple n'a pas augmenté les prix de cette année. On commence à partir de 1 399 $ pour l'iPhone 14 Pro. Et pour l'iPhone 14 Pro Max, ça commence à partir de 1 549 $. Les prix, bien entendu, sont plus taxes. Ici, au Québec, on a des taxes TPS, TVQ, donc d'environ 15 %. Ça va. Ça va, on est habitué, on paye des taxes. Et du côté des couleurs, on a une nouvelle couleur qui fait son apparition, le violet, pour justement remplacer le bleu alpin de l'année passée. Les nouvelles couleurs, on a également le noir aussi, parce que le noir est sensiblement une couleur qui était l'année passée, mais c'était un gris pâle. Là, on va vraiment chercher une couleur plus foncée, plus profonde. Moi, personnellement, c'est le téléphone que j'ai et visuellement, je trouve qu'il est beaucoup plus beau que le graphite de l'année passée. On a également la couleur blanc et le or qui reste toujours les mêmes couleurs que les années passées. Donc finalement, cet iPhone 14 Pro, est-ce qu'il vaut la peine d'être acheté? Moi, je trouve que oui. Si vous avez un téléphone justement qui date de moins de 2 ans,
peut-être plus envisager d'attendre un petit peu, peut-être l'iPhone 15 ou l'iPhone 16, parce que je pense que ces deux iPhones vont avoir des nouveautés peut-être plus intéressantes, non seulement au niveau du design, mais des capacités photographiques qu'on va pouvoir bénéficier. Mais si vous avez l'argent et vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à l'acheter, c'est un très bel iPhone tout de même, mais c'est sûr que ça reste toujours des nouveautés qui sont minimes par rapport à l'année passée. Mis à part le Dynamic Island, je pense qu'on peut vraiment bénéficier d'un capteur photo autant agréable sur l'iPhone 13 Pro par exemple que sur l'iPhone 14 Pro. Donc j'espère que cette vidéo test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un thumbs up, mais ça m'a fait un réel plaisir de vous présenter l'iPhone 14 Pro aujourd'hui. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!